C'est 1964. Et on est en 2016, donc ça me place déjà parmi les jeunes cinquantenaires, disons qu'on est toujours jeune, mais dans sa dizaine. Euh, Là, on est filmé à l'école normale, où je suis entré plusieurs fois. Je suis entré une première fois en 82, comme élève. J'étais pas destiné aux études littéraires. J'ai en fait été orienté un peu par hasard après le bac, où il se trouve que j'avais, par le hasard des inscriptions dans les écoles primaires, je suis arrivé avec 2 ans d'avance au bac, ce qui m'a permis, après un bac scientifique, et en profitant de différentes circonstances, voilà, et en fonction des goûts et des notes qui commençaient à émerger en lettres, de faire un choix un peu inattendu et de m'inscrire en Hippocagne. En fait. C'était la secrétaire générale du lycée Louis-le-Grand qui a dit vous voulez faire prépa scientifique, ça va être juste, HEC si vous voulez, mais ça ne m'intéressait pas. Faites une Hippocagne. Et si j'avais pas eu ces années d'avance, je pense que et mes parents et moi j'aurais peut-être hésité. Mon père est plutôt scientifique, polytechnicien. Ma mère est très littéraire, mais avait fait une Hippocagne, mais c'était un truc plutôt soit pour les femmes, soit un truc un peu risqué, d'échecs. Enfin, il y avait une promotion sociale très grande dans ma famille par les grandes écoles de mon père, justement. Et donc, voilà, il y avait une sorte de mandat, comme disent les psychanalystes, placé sur moi, qui était plutôt de continuer ça, en fait. Continuer scientifiquement, ou en tout cas... Voilà, mon père a été reçu simultanément ici à l'école polytechnique, mais a choisi l'école polytechnique, il voulait une promotion sociale. Donc voilà, et donc j'ai pris ce risque de m'inscrire en Hippocagne. Et voilà. Et en fait, je pense que inconsciemment, je savais que je voulais faire de la philosophie, comprendre un certain nombre de choses, y compris des choses historiques, des choses métaphysiques, des choses inséparables entre les deux. Sans doute, inconsciemment, je rejoignais des questions inconscientes transmises par mes parents. Comme pour beaucoup de gens, on ne le sait pas. Finalement, c'est dans Revivre, en 2012, que j'ai affronté un peu cet inconscient familial, y compris les expériences de ma mère pendant la guerre. Mais je n'en savais rien, en fait. Et le rapport à la psychanalyse est important, parce que j'ai mis encore plus de temps à assumer cette dimension-là. C'est venu avec la naissance de ma fille, plutôt, en fait. Et voilà, donc je suis entré une première fois ici. En l'occurrence, pardon, mais c'était quoi l'histoire de ta mère? Ma mère a échappé de peu à la déportation quand elle était petite. Elle s'est retrouvée en fuite avec mes grands-parents dans un village du cœur de la France, où ils ont été sauvés un peu par hasard. Et bon, elle a vraiment eu des expériences très très proches. Elle a écrit récemment ses souvenirs. Et il y a même une scène insoutenable, en fait, où elle est avec des enfants à Nice, dans la zone occupée, où la Gestapo arrive et dévisage enfant par enfant, en cherchant les signes, etc. Et il se trouve que ma mère est d'une famille orientale, en fait. Mon grand-père maternel est né en Grèce, à Rhodes. Ma grand-mère maternelle en Turquie. C'est plutôt des séfarades, comme on dit. Et ma mère n'est pas du tout le look. Ça aurait été ma grand-mère, elle avait un petit accent, donc... Si ma grand-mère avait été là, je ne serais pas là, en quelque sorte. Donc j'ai retrouvé des traumatismes maternels enfouis. Ma mère ne m'a rien dit pendant des années, ni sur ses origines, ni sur quoi que ce soit. J'ai encore un peu de mal à en parler, mais beaucoup moins, surtout grâce à ce livre et à ce... Mais je me dis parfois, je fais de la philosophie pour comprendre ça et aussi pour l'éviter. Pour déplacer les questions sur des grandes questions générales sans jamais les poser personnellement. Donc, la philosophie, c'est à la fois, à mon avis, vraiment une manière d'affronter les problèmes et de les éviter, parce que c'est très difficile, sauf je pense qu'il y a un degré... le degré supérieur de la philosophie, c'est d'arriver à poser les questions existentielles sans les poser de manière anecdotique, en fait. Mais on ne peut pas non plus échapper à la première personne, à l'existence, mais le risque est de la réduire à l'anecdote. Donc il y a les gens qui sont dans l'anecdote, il y a les gens qui sont dans la généralité. Et le 3e degré de la sagesse, c'est d'être dans l'individualité et dans le général à la fois, dans l'universel et dans le singulier, en fait. Un peu comme l'existentiel, l'existence concrète de Kierkegaard, ou que Sartre appelle l'universel singulier, en fait. Est-ce que tu as des souvenirs précis de ton entrée en philosophie, j'allais dire,
au moment de la classe de philosophie, voire avant, peut-être par le biais de la littérature, par exemple. Un peu, mais oui, parce que je pense que j'étais très naïf, très enthousiaste. J'étais vraiment très jeune aussi, hein. J'ai eu le bac à 16 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je pense que j'écrivais un peu de littérature, mais j'étais fasciné par un ou deux textes de philosophie, pas tellement par le cours. Puis après, en Cagne, oui, par un prof, André Pessel, qui j'ai rendu hommage dans un volume de CNRS qui s'appelle Portrait de maître, dont j'ai fait le portrait. Ça s'appelait Pessel ou le sens des concepts. Le sens aussi au sens du... le flair qu'il avait pour les concepts. Donc ça m'a énormément marqué. Et puis après, bon... En fait, je pense que j'étais assez naïf. C'était assez intuitif, en fait. Et qu'il m'a fallu très très longtemps pour comprendre exactement ce que je pouvais faire ou chercher. Il y avait aussi une question d'époque. Donc on est en 80, 82. C'est une époque où il y a encore des grandes figures, des grands maîtres à penser, des grands auteurs qu'on adore, littérairement et philosophiquement et politiquement et existentiellement. Donc c'est quand même vrai, ça a existé. Et en même temps, ils sont en train de devenir des classiques. Ils sont déjà des stars. Ils sont presque. On n'est pas dans la génération qui peut encore être des élèves ou même ou encore moins des amis de ces gens-là. De Deleuze, Foucault, Barthes, Derrida. Moi, quand je suis entré ici, c'était la dernière année où Derrida enseignait, mais il était assez inaccessible déjà. Puis moi, j'avais aussi quelques réserves. Enfin, j'étais un peu farouche. Et donc, en fait, c'est une génération qui est à la fois marquée par des grands maîtres et en même temps dans une période où il n'y a plus d'enjeux vivants entre eux et le présent. C'est déjà presque des classiques. Et ce qui est le présent, c'est les gens qui parlent de la fin de la philosophie, les ultra-phénoménologues un peu déprimés qui nous disent que tout est terminé, qu'il faut faire de l'histoire de la philosophie, que c'est fini, etc. Donc, et ça, je ne supportais pas. Donc j'ai eu des grands refus, comme tout le monde. Mais en même temps, je faisais partie de mon temps, comme tout le monde. Et je pense que j'étais vraiment dans ce que j'appellerais maintenant une transition entre deux moments philosophiques, qui avaient des problèmes et qui s'étaient un peu périmés, qui n'avaient pas encore les nouveaux problèmes d'aujourd'hui, le soin, le vivant, la justice. Et donc on était dans un entre-deux où à la fois les enjeux politiques semblaient acquis, toute la philosophie semblait se valoir, on pouvait travailler sur ce qu'on voulait. Et c'était un effet un peu de déprime. Je ne serais pas dans la critique des années 80, ceux qui disent que c'était une sorte de trahison. C'est pas vrai, c'était plus profond que ça encore. C'est superficiel de dire Bernard Tapie, comme un peu François Cusset fait dans la décennie, une sorte de décennie de trahison. Non, c'est pas vrai, c'était une décennie de transition. Enfin, il y a quand même eu la pensée 68. Ah bah, il y a eu des mouvements de réaction, ça c'est vrai. Il y a eu une réaction d'autant plus triste pour moi. Alors voilà, entrons un peu là-dedans, c'est intéressant. Moi, je me suis senti, et je me sens encore, c'est difficile de... Il y a une sorte de captation de l'espace, où moi, je me sens, dans cette époque-là, très proche des questions des droits de l'homme, des questions d'Amnesty International, bientôt sur le Rwanda, enfin voilà. Mais en même temps, elles sont captées par deux sortes de gens, qui sont les nouveaux philosophes d'un côté, qui s'en servent pour se faire mousser contre, justement, Deleuze, Foucault, etc. Donc... la barbarie à visage humain, etc. Et tous ces trucs-là sont, à mes yeux, légitimes en tant que position politique et inadmissibles en tant que, avec le discours philosophique qui vient avec, et curieusement un humanisme qui est un narcissisme aussi, qui a des côtés insupportables. Peut-être pas chez Glucksmann, mais... Donc ça, c'est... Et d'un autre côté, les gens du type Luc Ferry et Alain Renaud, la pensée 68, qui s'en servent de manière, c'est vrai, réactive, je dirais pas forcément réactionnaire, mais en tout cas réactive, insupportable. Et donc, on est pris dans un étau, parce que moi, je ne me sentais pas du tout capable d'assumer certaines positions politiques post-staliniennes. Voilà. Et en même temps, je voulais défendre les droits de l'homme et la République et ces choses-là, sans être contre les gens qui ont été, voilà, même Althusser, Deleuze, Foucault, Sartre, tous ces gens-là restent pour moi absolument vitaux, capitaux. Et je dirais même politiquement, mais pas dans leur politique littérale, mais plutôt dans une sorte de rapport à la politique. Et perdre ça, c'était inadmissible. Mais en même temps, le répéter, c'était inadmissible aussi. Donc moi, je pense que je fais partie d'une génération qui a été prise en tenaille, mais vraiment prise en tenaille, d'une manière assez difficile, revendiquant l'état de droit, la démocratie sociale même, je dirais,
Mais en même temps, pouvant pas le défendre avec n'importe qui. Voilà, Rocard vient de mourir. Moi, Rocard, j'admirais beaucoup Rocard, mais pas forcément tous les rocardiens. Le discours sur... Voilà. Et voilà, donc, et en même temps, j'étais pas du tout prêt, je ne suis toujours pas, à jeter avec l'eau du bain les grands philosophes des années 60 en France, Sartre et Merleau-Ponty, enfin, de faire une sorte de commissaire politique des droits de l'homme, au moment où les gens qui défendent les droits de l'homme critiquent les commissaires politiques d'avant. Il y avait vraiment un ordre moral après un ordre abusivement politique par certains côtés, qui est non moins insupportable, en fait. Donc, je pense qu'on s'est trouvé pris vraiment dans une tenaille dont on n'est pas encore entièrement sorti, loin de là. C'est-à-dire de la gauche française en particulier, n'en est pas sorti. C'est-à-dire qu'il y a encore d'un côté une sorte d'ultra-gauche qui, pour moi, n'a pas compris qu'en fait, il y a une révolution démocratique à penser, mais comme démocratique. Pas seulement comme révolutionnaire, qu'il faut tenir les deux, que la démocratie n'est pas forcément l'ultralibéralisme, etc. Et d'un autre côté, des démocrates qui pensent qu'il n'y a plus rien à penser ou à faire, enfin, qui sont encore dans l'idée l'histoire est finie, il n'y a rien à inventer. Moi, je pense qu'il y a des choses à inventer, mais il y a aussi des choses à respecter. Et dans cet entre-deux-là, on n'est pas très nombreux. Et comment tu as rencontré Bergson ? Alors c'est drôle parce que donc Bergson, moi j'étais parti un an aux États-Unis avant de passer l'agrégation. Ça se faisait pas trop, j'étais très jeune en plus, mais j'avais besoin de couper. Et à l'époque, les auteurs d'agrégation étaient annoncés à l'avance et tout. Donc j'apprends là-bas que l'année où je rentrerai, où je passerai l'agrégation, Bergson serait au programme. Et donc j'ai lu tout Bergson aux États-Unis parce que j'avais le temps. Et c'était l'auteur que je connaissais le moins. Il était enseigné nulle part. Pour moi, il était un peu un nom. J'avais travaillé sur Leibniz avant. Et il y a eu plusieurs raisons. Après, donc, il y a eu quelque chose qui m'a arrêté dans ces textes, qui m'y arrête toujours. 35 ans après, si je relis Bergson, je suis sûr que je trouve toujours quelque chose que j'ai encore envie que j'ai pas. Voilà. Donc, c'est pour moi le critère d'une œuvre. D'ailleurs, un critère assez bergsonien, c'est un critère de l'infini, en fait. Ce qu'il appelle un infini. C'est-à-dire, on pense tout le temps que l'infini, c'est indéfini. L'infini, c'est ce qui est contenu dans une unité, mais néanmoins inépuisable. Donc chaque personne est un infini en ce sens. Et c'est inépuisable d'être Philippe Petit ou Frédéric Worms ou n'importe qui. En même temps, c'est quand même une singularité. Une œuvre, c'est pareil. C'est à la fois une singularité et un infini quand ça tient. Il y a des œuvres qui ne sont pas infinies. Celle de Bergson est infinie. C'est un infini comme Proust, comme toutes les grandes œuvres. Donc j'étais tout de suite convaincu qu'il y avait une injustice et un oubli. Et puis après, il y a deux affaires historiques qui ont été tout de suite présentes pour moi. D'abord, j'ai failli faire une thèse sur Merleau-Ponty. Et je voulais aussi faire une thèse sur Deleuze. Et en fait, le seul point commun entre Deleuze et Merleau-Ponty, c'est Bergson. Et je me souviens très bien d'avoir dit pendant des années, le type qui a engendré à la fois Deleuze et Merleau-Ponty ne peut pas être totalement nul. D'abord parce qu'ils sont contradictoires entre eux, donc ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Et l'autre affaire historique, elle rejoint l'affaire personnelle, c'est que, en fait, Leibniz, l'histoire de la philosophie comme paysage était déprimante et totalement plate à l'époque, qu'elle soit heideggerienne ou autre, c'est-à-dire l'histoire de la métaphysique, ça veut rien dire, d'Aristote à je sais pas qui. Tout le monde était un épisode d'une sorte de grande histoire. Bon. Donc c'était trop loin. Et Bergson était à la bonne distance historique pour moi. Bergson, c'était à la fois la philosophie française, dans toutes ses contradictions. Hein. Bergson, c'est la France, avec tout. Hein. De Gaulle était bergsonien, mais Pétain aussi. Je veux dire, il y a Jean Kelevitch, Jean Val, mais en même temps une certaine droite catholique. C'est extrêmement compliqué. Mais c'est ça qui m'intéressait, en fait. J'ai tout de suite senti que c'était la bonne distance, que pour me comprendre moi-même, il fallait comprendre Bergson, en fait. C'était un bon rapport historique pour comprendre la France du XXe siècle, l'antisémitisme, la République, la droite, la gauche, la guerre. En fait, voilà. Mais je pensais même que je serais beaucoup plus critique avec Bergson, que finalement je ne le suis. Que les deux sources de la mort et de la religion, comme toute ma génération, je pensais que c'était un livre insupportable. Et ça l'est pas. C'est une boussole fondamentale. Même sans reprendre sa mystique et sa métaphysique. Hein. C'est juste le clos et l'ouvert. Bon, donc, voilà.
Et puis sinon, ce qui m'a décidé... Voilà, après, il se trouve que j'ai eu l'agrégation ici, juste en rentrant des États-Unis. Et j'avais impressionné le jury sur Bergson, etc. Parce que je pense que... Bon, il se trouve qu'il n'y avait personne pour faire cours ici sur Bergson. L'année où je l'ai passé, on le préparait tout seul. Et Bergson est resté une deuxième année. Et moi, je sortais de la Greg, en 86. Je sortais de la Greg, donc ça fait pile 30 ans, en fait. C'est amusant à penser. Hein. Et l'année d'après, ils m'ont demandé de faire cours sur Bergson ici. Donc voilà, à 22 ans, ici, dans cette école, je faisais déjà cours d'agrég sur Bergson il y a 30 ans, en fait. Donc j'ai été un peu précoce, mais un peu comme ça a été le cas de Jankélévitch. Et puis il y a aussi tous ces maillons. Je parlais de Deleuze et Merleau-Ponty, mais une des familles dont je me reconnais, ou une des traditions dont je me réclame, c'est celle qui va de Bergson aujourd'hui, en passant par Jean Val, Jankélévitch, Bachelard par certains côtés, Deleuze, Merleau-Ponty, Bonnefoy, qui vient de mourir aussi, mais qui était un grand valien, et à travers Jean Val, bergsonien. Et même les grands critiques de Bergson, Politzer, Sartre. Enfin, c'est vrai que ça m'a redonné... j'ai mis le temps, mais il y avait tout, quoi.